Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Donc on est de retour avec Théodon. Hein. Donc bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs. Bon, les émissions sur la Belgique, là, je les compte plus. Je sais même pas là combien c'est maintenant. Hein. Cinquième, je crois, non? Oui, je crois. Oui. Oui, voilà, c'est ça, Ah, quand cinquième. on aime, on ne compte plus. Hein. On ne compte plus. Et je crois qu'à la base, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'on prévoyait de faire juste une seule émission. C'est ça, non? Une ou deux, on prévoyait au tout début, mais voilà, on en est déjà à la cinquième et c'est peut-être Ouais. pas fini. Bah écoute, figure-toi qu'on avait eu le même coup avec Guillaume, hein, quand on a voulu faire l'émission sur la Kabbale. Au début, c'était juste une émission. Et pendant l'enregistrement, on s'est dit, tiens, ça risque d'être un peu long, donc on va peut-être en faire deux ou trois. Allez, trois grands maximum. On va essayer d'en faire deux, mais trois grands maximum, on s'était dit. Bon, finalement, on a eu cinq émissions, et là, bah, je crois qu'on va battre le record. Hein. Mais bon, mais c'est passionnant, hein, franchement. Voilà, j'ai réécouté les petites émissions. C'est vraiment très passionnant, et j'espère que les auditeurs aussi en profitent bien, hein, parce que voilà. Et alors, Et donc... même ceux qui ne sont pas nécessairement belges, puisque ben, voilà, que ça donne aussi un autre point de vue et ça montre aussi l'histoire d'un pays que ben, beaucoup de gens ne pensent pas. Et voilà, on a comme une histoire catholique à raconter. Et comme on en est arrivé là, ça peut aussi servir de leçon pour d'autres pays, quoi. Ouais. C'est excellent, hein, ce pays, hein. La Belgique. Mais après, c'est vrai, d'un autre côté, donc, on a parcouru dans les grandes lignes. Donc, comme toujours, c'est une introduction à l'histoire de la Belgique. Mais on a passé plein de choses. Hein. On n'a pas encore évoqué les questions de saints, d'apparitions, de autres grands personnages historiques intéressants du point de vue catholique en Belgique. Donc on pourrait encore prolonger ça assez longtemps. Donc là, on dit les bases, on reste bien dans tout ce qui est histoire et tout ça. Voilà, on évoquera certainement d'autres choses par la suite. Ben voilà, donc ça continue. Et là, on était donc arrivé à on était à l'aube de la Première Guerre mondiale. C'est cela, oui. Mais juste avant de démarrer le sujet, j'aimerais quand même commencer par une petite citation, hein, une petite citation que beaucoup de Belges ne connaissent pas malheureusement, et qui quand même est intéressante, puisqu'elle est issue de Saint Pidis, puisqu'on était... Voilà, comme on arrive à la Première Guerre mondiale, c'est la mort de Saint Pidis, c'est le début du pontificat de Benoît XV. J'aimerais faire une petite insiste sur Saint Pidis, qui disait à propos des Belges: je ne cache pas que j'ai pour les Belges une affection spéciale, et je dirais même une véritable admiration. Ils savent et comprennent que la vraie civilisation ne peut être séparée de la vraie religion, et ils donnent le spectacle de la seule nation que l'on puisse dire vraiment catholique. À ce titre, ils sont un exemple pour tous les autres peuples. Ils ont beaucoup souffert et combattu pour la défense de leur foi, et ils continuent à se montrer dignes de leur glorieux passé. Donc merci Sapidis, donc, il a bien reconnu le mérite des Belges. Je savais que tu allais sortir celle-là quand tu as parlé de Saint-Pédis. Donc voilà, j'aime bien sortir ces citations aussi de temps en temps à des amis, hein, à des amis, bon voilà, de toute nationalité, pas juste belges. Donc voilà, je t'ai écouté avec le sourire jusqu'aux oreilles. Hein, ça fait plaisir. Non, très bien. Très belle citation de Saint-Pédis. Alors, ben voilà, magnifique. Donc, il y Donc avait voilà, encore du catholicisme en Belgique à l'époque. on était un peu, oui, comme le parti catholique chez nous était très puissant, et comme il n'y avait pas de... Comme les libéraux et les socialistes étaient très divisés et étaient assez peu influents à cette époque-là, mais donc vous pouvez représenter un exemple de chrétienté, même si c'était pas parfait non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Ouais. Notre constitution n'était pas parfaite, mais néanmoins, il y avait beaucoup de vocations, beaucoup de saints chez nous, et ça, on a été un peu, à ce moment-là, c'était un peu le pinacle du point de vue strictement catholique, justement, parce que là, il y avait énormément d'écoles religieuses, énormément de prêtres qui sortaient, etc. On a beaucoup influencé notre époque à ce moment-là. Bah, le gros problème, malheureusement, bah, c'était le jeu de la démocratie. C'est comme à la roulette. Hein. De temps en temps, on gagne, de temps en temps, on perd. Et ça va pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on allait commencer à perdre, malheureusement, à partir de la guerre. Donc, voilà, on va commencer. Donc, en 1914, accidentellement, puisque à la base, nous, on n'était pas concernés par ces histoires, hein, puisque l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la France, la Russie, nous, on n'est pas dedans. Et justement, les traités avaient fait en sorte, le traité des 24 articles avait fait en sorte que l'on soit perpétuellement en neutre, donc normalement, on n'aurait pas dû être envahi. Et bon, voilà, un traité, ça vaut ce qu'il vaut, les conventions internationales, ça vaut ce qu'il vaut, mais la géopolitique, elle prédomine. Et ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à ce que les petits stratèges de 1830 avaient prévu, on s'est fait envahir, il y a eu une déclaration de guerre. Donc, à l'application du plan Schlieffen, qui prévoyait de ne pas passer par la Lorraine et d'attaquer par la Belgique, les Allemands ont choisi de nous envahir, nous, pas les Hollandais durant la Première Guerre, mais les Belges, bien. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un petit blitzkrieg ou quoi?
En fait, ben, justement, ils pensaient que ça allait être un blitzkrieg, en fait, que ça allait être rapide, mais ils avaient mis 1 million d'hommes sur le front. Hein. Et 40 000, mais ils avaient mis en fait 1 million d'hommes sur le front, mais seulement 40 000 devant Liège, en fait, parce qu'ils pensaient justement que la Belgique serait facile à conquérir. Parce qu'ils pensaient que c'est un pays neutre, ils n'ont pas habitué à la guerre, donc nous, on va les battre à plat de couture. Sauf que dès les premières heures, ben, ils ont même été contraints à certains endroits de reculer devant la résistance de l'armée belge. Ça, ils ont été surpris de voir que ben, on se laissait pas faire, quoi. Magnifique. Et donc il y a eu l'ultimatum qui exigeait de laisser passer les armées allemandes sans combattre et qui a été refusé par le roi Albert Ier à l'époque, le roi chevalier, on l'appellera comme ça par la suite, le roi soldat aussi, qui a prononcé donc un fameux discours à cette époque-là. Un pays qui se défend s'impose au respect de tous, ce pays ne périt pas, Dieu sera avec nous dans cette cause juste, vive la Belgique indépendante. Donc ça mobilisait aussi énormément la population, quoi, qui a vraiment cru participer à une guerre juste. Il y aura eu aussi la fameuse histoire là, des exactions allemandes, là, des mains coupées qui ont été faites en Belgique, qui a beaucoup servi de la propagande anti-allemande. Et il faut bien reconnaître que c'était une propagande de guerre, quoi. Il y a eu des exactions qui ont été faites, parce qu'en fait, comme il y a eu des résistants, notamment dans les forts, qui voulaient rester au sein de l'armée belge, l'armée belge, en fait, elle procédait en tenant certains points forts, tout en laissant les campagnes disponibles, entre guillemets. Mais ça allait contribuer à ce que les Allemands pensent qu'il y avait des espèces de francs-tireurs qui étaient au sein même des villes qui étaient supposées tenir et qui tiraient sur les troupes allemandes. Et donc ça, forcément, ça allait entraîner des représailles. Les Allemands allaient exercer des représailles, ce qui fait que l'occupation n'a pas été populaire, quoi. Il n'y a pas eu un mouvement collaborateur en Wallonie, comme il y en aura pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. En 15 jours, les armées allemandes ont perdu 5 000 hommes, quoi. Et ce qui était considéré comme considérable à l'époque, puisqu'ils s'attendaient justement à ce qu'il y ait eu quelques centaines de personnes, mais pas 5000. Ouais. Là, il y a eu une résistance qui... D'ailleurs, Liège sera la seule ville étrangère à recevoir la Légion d'honneur, puisqu'elle résistera pendant 15 jours et elle fera énormément de dégâts aux armées allemandes, et les Français, en reconnaissance, lui donneront la Légion d'honneur. C'est assez exceptionnel. Ouais, enfin, on se passera quand même. Ouais, bon. Et justement, grâce au retard infligé aux Allemands par l'armée belge, les armées françaises ont eu le temps de se reprendre. Et donc, ce qui aura permis d'arrêter l'offensive sur la Marne, c'est aussi en partie le fait qu'ils ont eu le temps de s'organiser pendant que nous, on prenait les dégâts, quoi. Sans les Belges, sans la résistance de l'armée belge, les Français n'auraient peut-être pas pu tenir, quoi. Peut-être que Paris serait tombé. Puisqu'il y a eu notamment la victoire belge à la bataille de Halen, qui sera assez importante dans l'imaginaire des Belges. On peut aussi noter le siège de Anvers, d'août à septembre, qui vont retenir 150 000 hommes. Hein. Donc une bonne partie de l'armée allemande sera occupée à chercher à faire tomber ce point fort, qui résistera pendant des semaines. Alors, mais d'un autre côté, que ce soit un camp ou l'autre qui gagne, les Français ou les Allemands, en quoi est-ce qu'on aurait été avantagé ou désavantagé? Quel aurait été le meilleur scénario? Alors, je parlais plus par rapport au catholicisme, par rapport au niveau religieux, que belge peut-être aussi. Ouais. Ça, c'est difficile à dire, puisque là, ça demande de l'Uchronie. Qu'est-ce qui se serait passé si les Allemands avaient gagné la guerre? C'est assez délicat à répondre. Ce que l'on peut dire, c'est que l'Église catholique, la tête, je parle bien, pas l'épiscopat. Ok. La tête de l'Église, donc le Vatican, était plutôt pour les empires centraux. Puisque, justement, en face, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Italie anticléricale, qui était issue du Risorgimento, qui était très... qui n'avait pas réglé la situation avec le Vatican, qui représentait toujours une menace pour l'Église. Il y avait la France, de la séparation de l'Église et de l'État, qui était aussi qui est pas une amie, anticléricale. Il y avait l'Angleterre qui était anglicane, et il y avait la Russie qui était tsariste et qui persécutait les catholiques. Donc du coup, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne représentaient un moindre mal, voire une possibilité d'améliorer les choses. Et c'est pour ça que le pape était réputé pro-allemand. Et l'épiscopat dans les pays alliés, ils ont dû dire que on n'est pas tenu de suivre le pape dans la diplomatie, ce qui est vrai. En attendant, voilà, ça peut aussi contribuer à créer aussi une sale mentalité de résistance vis-à-vis du pape, quoi. D'accord. Après, ce qui est triste aussi, c'est donc c'était aussi une guerre entre catholiques, c'était pas juste dans une nation, mais aussi des catholiques qui se combattaient entre eux, hein, comme c'est déjà arrivé auparavant. Et là, t'avais des chrétiens, des descendants de Chouans, soit du côté breton ou vendéen, qui se sont fait massacrer en première ligne au nom de la patrie, au nom de Dieu et de la patrie, mais en fait au nom de la République.
À l'époque, c'était même pas des grands amis de la chrétienté qui étaient au pouvoir en France, hein, mais loin de là, évidemment. Et C'est Clémenceau, Clémenceau, hein. c'était pas un ami des catholiques, Il hein. nous détestait, hein. Il nous détestait, hein. Donc voilà, ça Mhm. c'est... Bah, c'est bien triste, après... mais ça a été un petit génocide, hein, aussi, si je peux employer ce terme-là, c'est un petit génocide de catholiques. Euh, Dans des voilà. guerres qui normalement n'auraient pas dû exister, puisque ben voilà quoi, c'était pour des bêtises en fait, hein. Quelles sont les responsabilités de la Première Guerre mondiale, c'est assez difficile à dire. Hmm. Il y en a qui disent ben, c'était la politique des tsars qui cherchait justement à manipuler tous les Slaves pour qu'ils se révoltent et qu'ils le rejoignent. Il y a eu le panslavisme qui était assez influent à cette époque-là et qui déstabilisait ben, l'Autriche-Hongrie notamment. Il y a eu aussi ce qu'on appelait le pan-germanisme, c'est-à-dire ben, voilà, cette idée que l'Allemagne doit s'unifier, doit chercher à réunir tous les Allemands dans le même État. Et ce qui ferait d'ailleurs aussi que certains pan-germanistes pensaient que toute la Belgique, comme elle a été membre du Saint-Empire, devait revenir à l'Allemagne. Certains ne voulaient pas qu'il y ait une Belgique indépendante après la guerre, et si l'Allemagne gagnait la guerre, la Belgique aurait été allemande, quoi. Bon, Donc peut-être voilà, qu'on aurait continué à parler français, hein, mais bon. et donc oui, donc j'ai évoqué les responsabilités. Ben, il y a eu donc les Russes, on peut dire qu'il y a eu aussi en partie les Allemands, et il y aura aussi en partie ben, les alliés franco-britanniques, notamment par rapport aux questions de l'empire colonial. Les Allemands avaient un empire colonial qui était aussi une proie ben, de leurs rivaux. Et puis il y a eu aussi l'histoire de l'Alsace-Lorraine qui était considérée comme une terre française par les Français, qu'ils avaient perdu en 1870, enfin 1870. Et donc ben, ils cherchaient à la récupérer, et ça a motivé aussi le fait que ben, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde considérait les Allemands comme pique-pente, parce que quand on lit la presse française de cette époque, c'est assez unilatéral, quoi. On pouvait remarquer quand même que, ben, même si les Allemands, bon, évidemment, ils ont des torts, je suis pas dans la germanolatrie non plus, mais ce que j'ai pu constater, moi, c'est comme le caractère fort partial, surtout des Français, puisque ben, c'est ma langue natale, donc je lis plus ce qui était en français de l'époque, les documents historiques que j'ai pu lire un peu partout, même de catholiques. Voilà, quoi, tout ce qui est allemand, il faut éviter, ça nous corrompt. Le modernisme, ça vient des Allemands. Voilà, toute cette idée-là qui s'est répandue à cette époque-là, quoi. La haine entre les Français et les Allemands a explosé à ce moment-là, quoi. Ouais. En 1870, l'Alsace-Lorraine passait sous le contrôle de l'Empire allemand, alors qu'avant, elle était sous l'Empire français, l'Empire de Napoléon Ouais, voilà. III. Et justement, ben ça a été une immense rancœur de tous les côtés de l'hémicycle en France, quoi. Beaucoup considéraient que c'était une perte tragique. Même si, bon, là aussi, si on demande aux Alsaciens, ben, vous aurez les trois réponses, quoi. Vous aurez des gens qui diront qu'ils sont français, vous aurez des gens qui diront qu'ils sont allemands, et vous aurez des gens qui diront nous sommes alémaniques, nous serons plutôt du côté des Suisses. Il y a un peu cette tendance-là aussi. Mais voilà, quoi. C'est assez délicat de dire qui a raison, qui a tort. En tout cas, ça a alimenté les rancœurs. Ça, c'est certain. Et le manque de charité contre l'adversaire, puisque on considérait qu'ils nous avaient volé des territoires, qu'ils nous avaient trahis, et il y avait véritablement un sentiment de haine à cette époque-là, hein. La haine entre les nations, hein, qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Oui, et qui pourrait revenir demain. Mais Aussi. on en reparlera certainement plus tard, mais... Déjà, on voit que géostratégiquement, les intérêts sont différents, donc... ce sera pire demain, hein. Parce qu'il y a un vernis de pacifisme, mais en fait, on peut constater que même au sein des différents pays, il y a une guerre. Par exemple, en Libye, les Français et les Italiens arment un camp différent et se combattent littéralement, alors qu'ils normalement, ils sont censés être alliés. Quand ils font partie de l'OTAN, ils sont supposés être amis, réconciliés, tralala, mais pourtant, voilà, quoi, lorsque les intérêts géostratégiques jouent, ben, la guerre reprend immédiatement, quoi. Ah ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On met un vernis de pacifisme pour justifier tout ça. Mais c'est ça. C'est l'abondance de ressources aussi, qu'on a eu pendant longtemps, hein, même après les 30 Glorieuses, qui fait qu'au niveau politique, les enjeux se sont un petit peu pacifiés par rapport aux voisins, hein. Donc, on trouve des petits arrangements, on signe des petits accords et tout ça, mais c'est pas non plus éternel. Bon, voilà, on en parlera peut-être certainement plus tard. Mais bref. Et donc là, je reviens un peu sur la situation en Belgique, spécifiquement. Comme les Allemands ont massacré des otages pour lutter contre des francs-tireurs qui, selon eux, agissaient dans l'ombre contre les armées allemandes, ça a mobilisé et ça a aussi alimenté toute une propagande de guerre en faveur des Alliés. Par exemple, en 1917, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, lorsqu'ils recrutaient des soldats, les affiches marquaient Remember Belgium, souvenez-vous de la Belgique, en disant bon, regardez ce pays martyr, les Allemands ne respectent absolument rien, ce sont des barbares, ils sont en train de massacrer les Belges. Ça a aussi beaucoup joué dans la motivation des armées alliées, la situation de l'occupation en Belgique. Alors c'est assez drôle parce que ce sera un peu pareil pour la deuxième. Et souvenez-vous de la Belgique, ouais. Bon, et quand ils sont passés au-dessus de nos têtes, ils ont lâché des bombes.
Les Américains. Voilà. Il y a de l'opportunisme aussi. Oui. Là, ça aussi, c'est qu'on peut constater, c'est que... En vrai, c'est ça, première, évidemment, mais bref. On est passé du statut de catholique de la guerre juste à la guerre pour la civilisation, au nom... Et dans ce vocable de civilisation, on cherche à faire passer des idées libérales, pacifistes, etc. Et ça ne va pas, ça, évidemment. Parce que lorsque les Alliés prétendaient combattre au nom du droit, c'était un droit révolutionnaire, quoi, en fait. Ah, fatalement, ouais. Donc voilà, donc il faut aussi relativiser tout ça. Hein. Ben voilà. On peut aussi dire que pendant la guerre, ça allait être un grand moment pour ce qu'on appelait les flamingants, c'est-à-dire c'est cette réaction flamande contre l'unité de la Belgique, qui existait déjà auparavant, mais qui allait exploser à cette époque-là, puisque les Allemands allaient leur permettre d'avoir le pouvoir politique, en fait. Ce que les Allemands appelaient la Flamen politique, c'était dans le but de saboter l'armée belge et de diviser le territoire pour viser le rattachement de l'ensemble du pays, en fait, au domaine germanique. Et donc, ce qu'ils ont fait, les Allemands, c'est qu'ils ont notamment fait alimenter aussi une rumeur selon laquelle que les officiers, en fait, les officiers de l'armée belge ne parlaient que le français et méprisaient les Flamands. Pour justement motiver le fait que, voilà, les Flamands, vous devez vous reconnaître dans l'armée allemande, dans les Allemands, qui sont vos véritables compatriotes, quoi. C'est un peu leur propagande à eux, quoi. Ils ont surtout cherché à cibler les Flamands. Et donc là, on peut évoquer le fait qu'il y aura tout un gouvernement qui sera mis en place par Auguste Borms, qui sera après considéré comme une des têtes du mouvement nationaliste flamand, et qui donc voilà collabora à la fois pendant la première et pendant la deuxième guerre mondiale. Les Flamands à ce niveau-là sont les seuls qui peuvent dire qu'ils ont collaboré, enfin qu'il y a eu certains qui ont collaboré à la première et à la deuxième guerre mondiale. Ça c'est comique. Et donc oui, dans le cadre de cette flamme politique, de cette volonté de séparer les Flamands du reste de la Belgique et à terme de supprimer toute idée de Belgique, il faut aussi évoquer un cas assez spécial et qui nous fait remonter aussi un peu avant la guerre, c'est le cas de Alphonse Jonckx. J-O-N-C-K-X, qui était un universitaire flamand, donc, qui était lié au Soda Lithium. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'était un réseau catholique antimoderniste mis en place sous Sapidis pour lutter contre les activités modernistes, donc de façon un peu discrète, un peu secrète, puisqu'ils constataient que les modernistes agissaient de cette façon-là. Donc, eux cherchaient aussi la sapinière, oui, tout à fait. En français, ça se traduit par la sapinière, oui, qui a été considéré comme un des précurseur de ce qu'on appelait l'intransigeantisme et entre guillemets le traditionnalisme, c'est-à-dire la lutte contre le modernisme d'un point de vue catholique. Et donc, Alphonse Jonckx va établir, parce que c'était un universitaire qui a étudié le droit, il va chercher à mettre en question la légitimité de l'accession au trône d'Albert Ier, parce qu'il constatait que Léopold II avait approuvé donc, le mariage du prince Albert en 1900, mais que ce mariage ne portait aucun contre-seing ministériel. Et donc, de fait, selon Alphonse Jonckx, le prince Albert était déchu de ses droits au trône, et lorsqu'il a pris le trône, il l'a fait en usurpant un droit qui ne lui appartenait pas. Donc, il y a eu aussi cette volonté de rompre, même légalement, avec l'unité belge, et en remettant en question le roi. Et en 1915, donc Alphonse Jonckx, il verra les locaux du Soda Lithium être perquisitionnés par les autorités allemandes qui soupçonnaient les réseaux catholiques intégristes d'activité anti-allemande. Et les documents qu'il possédait allaient révéler au grand jour le réseau Soda Lithium et allaient contribuer à ce que ce réseau disparaisse, quoi. Puisque ce qui était secret devenait public, et donc forcément, du point de vue de l'Église, il s'agissait de camoufler ça le plus vite possible, quoi, pour pas qu'il y ait trop de dégâts, quoi. Donc, c'est accidentellement que en Belgique, la sapinière a pris fin, quoi. Et voilà. Donc, oui, donc il y a eu en 1917, il y a eu le Conseil de Flandre qui était donc dirigé par Auguste Borms, qui allait donc justement chercher à créer un gouvernement flamand et qui allait donc allait proclamer la déchéance du roi Albert en suivant les arguments juridiques d'Alphonse Jonckx. Donc voilà. Alphonse Jonckx, qui lui aussi collabora à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Au niveau du front, on peut aussi dire que j'en reviens un peu auparavant, en 1914, qui allait avoir donc la retraite sur l'Isère, en septembre et en octobre, puisque après avoir cherché à tenir Anvers et à chercher à mettre une ligne de front à l'intérieur du territoire, on s'est rendu compte que c'était pas possible, quoi, en fait, qu'il fallait faire une retraite derrière l'Isère, et en inondant les plaines par l'Isère, ça permettait de créer une barrière infranchissable à l'époque. Ce qui, par exemple, n'aurait pas pu être le cas durant la Seconde Guerre mondiale, puisque là, l'avancée de la technique aidant, tout ce qui était artillerie et transport de chars pouvait se permettre alors, à ce moment-là, de traverser des rivières, des fleuves,
ce qui n'était pas possible durant la Première Guerre, quoi. Ce qui a fait qu'une partie du territoire belge est restée inoccupée, mais une toute petite partie. Hein. Aussi, on peut évoquer l'armée coloniale qui a remporté de grandes victoires au Cameroun et en Afrique orientale, en liaison donc avec les armées alliées, ce qui nous permettra aussi d'obtenir la tutelle au Rwanda et au Burundi, en fait. Parce que après la Première Guerre mondiale, le Rwanda et le Burundi se feront partie du Congo belge, ce qui n'était pas le cas avant la guerre. Donc je reviens en Belgique avec la Flamen politique, donc la politique flamande appliquée par les Allemands. Il va y avoir une néerlandisation des universités, notamment à Gand, qui deviendra alors la première université uniquement néerlandophone, ce qui allait amener par la suite la crise à Louvain, puisque là ça allait aussi se poser la question de la langue à l'université. Oui. Même si c'était pas à cette époque-là que ça allait éclater, ça allait contribuer à alimenter les rancœurs et qui allait éclater par la suite, quoi. C'est aussi, oui, durant l'occupation allemande qu'il allait y avoir deux entités politiques différentes, donc la Flandre et la Wallonie. Alors qu'auparavant, on pouvait admettre une séparation administrative à l'intérieur d'un même État, les Allemands vont chercher à ce qu'il y ait carrément deux trucs totalement différents, quoi. La Flandre et la Wallonie. Ce qui allait aussi alimenter par la suite le nationalisme flamand et le nationalisme wallon. Pourquoi est-ce qu'ils cherchaient à faire en sorte de renforcer l'identité nationale des deux côtés ? Parce que justement, ça leur permettait de mettre à bas les Belgiquais. Ouais, diviser pour mieux régner, en gros, c'est ça. Un peu, en quelque sorte, oui, c'était un peu ça l'idée, quoi. Là aussi, on peut constater que le Deuxième Reich, donc l'empire allemand de Guillaume II, n'avait pas une ligne idéologique claire. Par exemple, lorsque l'on lit le journal collaborationniste, entre guillemets, durant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait l'Écho des Ardennes, on constate qu'il n'y a pas une ligne idéologique claire, quoi. C'est pour ça que ça n'a pas pris, en fait, chez nous, en Wallonie. C'est parce que les Allemands n'ont pas su... S'ils ont pu exploiter le sentiment nationaliste flamand, ils n'ont pas pu créer quelque chose chez les Wallons, quoi. C'est ça que ça a été un gros échec chez nous. Et donc oui, à contrario, ça a alimenté la résistance. Et là, on peut notamment noter le cardinal Mercier qui allait faire qui allait attirer véritablement être le symbole de la résistance de la Belgique, qui allait contribuer aussi à ce que la Belgique soit considérée comme une nation à cette époque-là. Parce que même s'il était occupé et qu'il devait répondre aux autorités allemandes, il cherchera quand même à défendre le patriotisme belge, quoi. Un grand nom aussi de l'histoire de la Belgique, hein, cardinal Mercier. Tout à fait. On y reviendra dans une autre émission. Parce que c'est une personnalité contrastée, c'est-à-dire que oui, on peut considérer que politiquement, on peut être pas nécessairement sur sa ligne, mais en tout cas, ça a été des grands réformateurs du thomisme et voilà, il a contribué à ce que la Belgique, et notamment l'université de Louvain, soit une université prestigieuse au point de vue catholique. Voilà. Alors, il n'a pas fait que des bonnes choses, mais autant il a fait des choses vraiment magnifiques dans son travail, il a vraiment aidé la chrétienté, et autant il y a eu des petits bémols. Il y a eu des petits bémols dans son parcours ecclésiastique, mais on va faire une émission sur le sujet aussi, c'est très intéressant. Mais cette personnalité mais sinon très intéressante. Il a plus apporté de bonnes choses qu'autre chose, hein, oui. Alors évidemment sur la ligne politique comme tu dis c'est c'est encore différent, parce que évidemment les catholiques le patriotisme belge, quoi. Oui, exactement. Mais après pour les catholiques allemands se posaient des questions par rapport à son impétuosité un peu qui semblait être un peu germanophobe, voilà. Mais bref, c'est encore une autre histoire. Je vérifie juste une petite chose. Ah oui, voilà. Donc oui, parmi les réseaux de résistance, il y aura beaucoup qui seront considérés comme des héros, hein, même si, bon, par exemple, d'un point de vue catholique, on ne soutient pas forcément, puisque c'était bien souvent utilisé des moyens immoraux. Par exemple, on peut citer le cas de Edith Cavell, qui était une résistante qui verra des statues à son effigie après la guerre, quoi. C'était une résistante reconnue. Bon, voilà, quoi, il y a eu, quand on lit son parcours, c'était lié au service secret, il y a eu des mensonges, voilà, quoi. Il y a des choses qui ne peuvent pas se permettre d'être dites, quoi. Par exemple, elle a demandé la communion à un anglican. Voilà, quoi. Ouais, laisse tomber. Mais, même si elle sera morte par les Allemands, elle serait considérée comme... sa mémoire est honorée par l'église anglicane. C'est là aussi qu'on voit que c'est compliqué, puisque la Belgique a des rapports compliqués avec les Anglais. Et là, on le voit notamment avec Edith Cavell. Ouais. Et voilà. Donc il y a eu, et il y aura aussi un autre, mais ça viendra plus. Enfin, quoique si on peut l'évoquer déjà maintenant, c'était Dom Lambert Baudouin, qui sera des piliers du modernisme.
et qui... La première vague du modernisme. Oui, tout à fait, oui. Et qui allait être là aussi lié au service secret britannique pendant la Première Guerre mondiale, puisque forcément, quand on se mettait en rapport avec la résistance, on se mettait en contact avec des gens qui n'étaient pas forcément catholiques. Et là, en l'occurrence, des Anglais notamment, et des Américains aussi un peu. Et donc, voilà, quoi, ça a aussi contribué à contaminer les esprits des catholiques, quoi. Là, en l'occurrence, c'est un bénédictin qui allait contribuer à ce qu'on a appelé le mouvement liturgique, voilà, et qui allait contribuer à ce qu'il soit dévié en faveur de la nouvelle messe, quoi, pour dire les choses simplement, qui allait contribuer à ce que, voilà, quoi, que le modernisme triomphe, quoi, malheureusement. Et il sera aussi à la pointe de l'œcuménisme, avec son abbaye de Ashefton, qui s'appelait le monastère de l'Union, ça veut dire, et qui, voilà, cherchera un peu à faire ami avec notamment les schismatiques orientaux. Enfin, voilà. Très beau coin, Ashefton, hein, mais bon, l'abbaye, c'est pas trop ça. Mais voilà, tu me disais tout à l'heure, oui, parce que là, je viens de retrouver le petit passage. Pourquoi est-ce que les Allemands cherchaient à nous diviser? C'était aussi pour que l'Allemagne soit entourée d'États inoffensifs et ouverts à l'influence allemande. Parce qu'une Belgique unie, ça veut dire une Belgique plus forte. Une Belgique plus forte, ça veut dire une Belgique pouvant ne pas être influencée par l'Allemagne. Donc forcément, comme tu disais, c'était divisé pour mieux régner. Des petits États tampons, quoi, en gros. Voilà, oui. Là aussi, on retrouve un peu la logique du Saint-Empire, hein, puisque c'était un peu ce que faisait la maison d'Autriche, hein, à l'époque. La maison d'Habsbourg, c'est ça qu'ils faisaient. Hein. C'est de bonne guerre, alors. Hein. Ah oui. Un point aussi étonnant, c'est que les Allemands, comme ils cherchaient une ville pour centraliser les actions en Wallonie, ils choisiront Namur, en fait. Et c'est à partir de là que Namur allait être considérée plus ou moins comme la capitale de la Wallonie. Parce que comme c'était la ville la plus centrale, c'était de là qu'ils pouvaient partir plus facilement les différentes missives, les différents courriers, aux différents endroits. Et donc c'est à partir de là que Namur allait être le symbole de la Wallonie. C'est avec les Allemands, d'accord. Ça a commencé, oui, avec les Allemands. Ouais. La Première Guerre mondiale, voilà, tout le monde à peu près voit les grands événements. Donc on arrive à la fin de la guerre. Donc les troupes allemandes reculent, les troupes alliées avancent. Et avec la signature de l'armistice, le roi sera à cheval en uniforme au Palais de la Nation et il prononce un fameux discours qui clôture symboliquement le conflit. Donc il y aura eu environ entre 75 000 et 130 000 pertes, dont 36 000 à 46 000 tués en Belgique, de l'occupation et de la guerre. C'est comme un gros chiffre. Hein. Oui, et quand on compare avec la Seconde Guerre mondiale, on voit que c'était assez peu en fait. Et c'est ça, oui, bien sûr. Donc voilà, après la guerre, il va y avoir ce qu'on appelle la conférence de Paris, qui s'ouvre en janvier 1919 pour préparer le traité de Versailles en fait. Et la Belgique n'a droit à aucune reconnaissance pour sa résistance à l'agression. Elle n'est pas considérée à l'égal des 4 grandes puissances et a donné leur sol et leur trésor à la cause commune. Donc ils nous excluaient déjà directement des négociations en fait. Hein. Donc là on voit comment on est passé de souviens-toi de la Belgique et comment on s'est servi de notre histoire pour mobiliser les troupes à après-guerre où on se moquait un peu de nous, quoi. Ouais, uniquement la propagande, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. Néanmoins, on aura quand même, avec le traité de Versailles, la région d'Eupen-Malmedy, qui deviendra belge à ce moment-là, qui créera la communauté germanophone de Belgique, ainsi que des réparations de guerre. Mais en contrepartie, oui, la Belgique ne pouvait plus prétendre à son statut de neutralité protégée. Donc on avance progressivement. Là, on arrive à l'entre-deux-guerres, qui allait être une période de déclin pour l'influence catholique, hein, malheureusement, puisque le suffrage universel allait apparaître. Suffrage universel simple, en reconnaissant justement le sacrifice des ouvriers et des paysans belges qui ont combattu à l'égal de leurs compatriotes plus élevés dans la position sociale. Ben voilà, comme en guise de cadeau, on décide de leur accorder à tous le suffrage universel simple, c'est-à-dire que voilà, un homme, une voix. Alors qu'auparavant, c'était le suffrage capacitaire et le suffrage censitaire. Quoi. Et les femmes, elles pouvaient déjà voter à ce moment-là? Je ne connais pas la date. Je crois pas, non. Je crois que c'est après. Je vérifie le vote des femmes en Belgique. Oui, en 1948. Mais il y aura des dérogations dès la fin de la Première Guerre mondiale, oui. Elles pouvaient voter aux élections communales, mais pas au-delà, en fait. Et aussi un point intéressant, c'est que les femmes prostituées, les femmes adultères ne pouvaient pas voter. Ouais.
Donc il y avait quand même encore une influence de la loi morale. Mais il y avait bon. un petit truc, il y avait un petit truc. Oui, il y a un petit truc, Après, mais bon, on était quand même sur la voie du déclin. C'était quand même ouais. Ce suffrage universel allait remettre en question la domination toute puissante du Parti catholique. Et donc allait faire revenir les libéraux et surtout les socialistes, là, en l'occurrence. Et puis regardez le résultat voilà, jusqu'à nos jours, de ce que ça a donné. Ouais. Oui, le suffrage universel, moi je suis contre, moi je le dis clairement, puisque c'est demander à chacun des compétences qu'il n'a pas. Puisque voilà, le suffrage universel, est-ce que chaque citoyen est capable de dire quel gouvernement, quelle personne pourrait être le mieux pour son pays? Ben non. La plupart ne sont pas intéressés par la politique. C'est juste ses intérêts. Ouais. Et voilà, votent pour ses intérêts, ou alors ils sont pervertis par la politique. Ou pervertis par la propagande, par les beaux parleurs. Ce que des sociologues appellent le hooliganisme, c'est-à-dire cette mentalité d'attachement partisan à un groupe, en l'occurrence un groupe politique, à l'encontre les vertus de justice et les vertus de vérité. C'est-à-dire que là, ça pousse les gens à être de mauvaise foi et à défendre, même contre l'évidence, son clan. Quoi. Ouais. Et puis les belles promesses, etc. Donc c'est toujours celui qui parle le mieux qui se fait élire, c'est pas nécessairement le plus capable aussi. Donc voilà, plein de choses. Je veux dire, et souvent, donc c'est à la fois une question de connaissance, donc qui est de sagesse, mais aussi une question de moralité. Tout le monde n'a pas les mœurs suffisamment pures pour pouvoir avoir des bonnes décisions. Comme tu l'avais évoqué auparavant, il est plus facile pour presse d'être catholique que pour un peuple tout entier. Donc voilà, le problème du suffrage universel d'un point de vue catholique, c'est que ça supposerait, pour qu'il soit efficace, que le peuple entier soit saint. Ouais. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça, la théorie est possible. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas contre en soi la démocratie. D'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, on sait très bien que ça tout tard. La démocratie, ce qu'on appelle, ce que Aristote appelait la politeia, ne peut s'exercer que dans une toute petite échelle en fait. À la limite là, oui, on peut parler entre guillemets de démocratie, mais même déjà ça, c'est pas long. Dès que l'on passe au-delà, on crée déjà une communauté qui n'existe pas, la communauté nationale. Enfin voilà quoi. Est-ce que tu connais ton premier ministre? Ben non. La plupart des gens ne le connaissent pas, pourtant ils votent pour lui. Enfin, ou ils votent pour le président qui ne le connaissent pas. De toute façon, j'imagine qu'on n'a même pas besoin de dire qu'on n'est pas très porté sur le suffrage universel, parce que je suppose que beaucoup d'auditeurs ont déjà écouté. Oui. Ceux qui ont écouté les anciennes émissions ils doivent se dire un petit peu qu'on ne l'est pas vraiment, parce que s'ils écoutent notre programme politique, on a fait 2 émissions consacrées à nos idées politiques. Je sais même plus le numéro, c'est dans les 30, je sais plus exactement. Mais là, je pense que s'il y a un gars qui croit qu'on est un tant soit peu pour le suffrage universel et le vote des femmes après, et autre chose du même genre après, je pense qu'il y a un problème. Parce que... Et d'ailleurs, par rapport au vote des femmes, ça doit aussi entraîner un autre problème, c'est la décomposition de la famille. Puisque auparavant, c'était évidemment le père de famille qui était le chef, la tête de la famille, et qui décidait du point de vue de la société ce qui était bon pour sa famille. Là, en permettant à la femme de décider aussi, ça allait entraîner un conflit entre le père et la mère, quoi. C'est ça le pire, c'est imagine, t'es une famille, les deux votent pas la même chose, et pour des partis antagonistes. Donc t'as un qui vote libéral, un autre catholique, mais c'est quoi ça? Bonjour les tensions. Hein. Mais à l'époque où je votais, j'obligeais mon entourage à voter pour le parti que je choisissais. Hein. Donc voilà. Ouais, on a l'impression d'être tendance à militer pour son clan, quoi, ce qui est normal, c'est la nature humaine. Mais en attendant, voilà quoi, si ton clan n'est pas parfait, voilà quoi, tu te rends solidaire de gens avec qui tu ne devrais pas l'être. C'est ça le problème, quoi. Donc là, on en arrive à la période de l'entre-deux-guerres. Hein, donc, comme partout ailleurs, on allait être touché par la crise en 1929, évidemment. Mais néanmoins, auparavant, on a quand même vu un accroissement de notre productivité, hein, puisque même si l'occupation allemande allait contribuer un peu à ce que notre industrie décline, on allait reprendre assez rapidement, hein, puisque c'était une époque qui était en faveur du plein emploi. Donc, du coup, les usines se remplissaient vite et les gens se mettaient facilement au travail. Mais malheureusement, avec la crise de 1929, là, le travail, ça n'allait plus être le plein emploi, c'est le plein chômage, hein, puisque en 1934, 40% des inscrits à une caisse de chômage se retrouvaient sans emploi. Allez. Oui, c'était assez terrible. Donc, si on compare les chiffres de la production entre 1923 et 1929, on est passé de 100 à 140, donc une augmentation de 40%. Mais en 1934, on était passé à 67. Donc, par rapport à 1923, on a diminué même en une dizaine d'années, puisqu'on a eu énormément de répercussions de la crise de 1929. Les prix ont diminué, ce qui
Mais c'était ça aussi qui était assez compliqué, c'est qu'en Belgique, les prix ont diminué, contrairement à ses voisins, notamment l'Allemagne, où là c'était au contraire l'inflation. Mais ce qui fait que chez nous, les riches, ceux qui gardaient un travail, ben, eux, ils vivaient bien. Puisque eux, ils avaient un travail et comme les prix diminuaient, ils pouvaient se permettre plus de choses. Mais ceux qui n'avaient plus de chômage, enfin, qui n'avaient plus de travail, justement, eux, ben, ils subissaient directement la crise, quoi. Et donc, eux, ils étaient encore plus pauvres que ceux de leurs voisins, quoi, qui subissaient tous la même chose. Les mineurs, par exemple, avaient vu leur salaire baisser de 35%, hein, pour pouvoir régler justement ce problème des prix. Et ce qui a entraîné une grève à Charleroi, qui a dû même être le palais à Charleroi, le palais du peuple a dû être défendu par les gendarmes, hein, puisque c'était véritablement une grève très dure qui a eu lieu. Et c'est ce qui a entraîné aussi une inflexion de la politique belge, c'est que là, l'intervention de l'État allait être vue comme une excellente chose. Comme je l'avais évoqué dans les émissions précédentes, le peuple belge en général avait une attitude assez défiante vis-à-vis de l'État, ce qui était à la fois une force et une faiblesse, puisque comme on l'a vu, ça ne nous permettait pas de pouvoir résister lorsqu'une armée étrangère venait nous envahir, hein, comme c'était le cas en 1789, ou lorsque les Français sont arrivés. Mais en attendant, ce qui permettait quand même d'éviter les excès de socialisme. Et justement, avec le suffrage universel et avec la politique d'inflation, justement, qui allait avoir lieu en réaction à la crise de 1929, eh bien, les Belges allaient passer du statut entre guillemets libéral du point de vue économique, et d'ailleurs c'était assez fort puisque c'est en Belgique que naîtra l'anarcho-capitalisme. C'est Gustave de Molinari qui allait être le premier penseur de ce courant-là, qui pensait que l'État devait être supprimé et que c'était juste les marchés qui devaient se réguler eux-mêmes. Donc il y a eu toute une tendance libérale assez forte au point de vue économique qui allait disparaître à ce moment-là. Anarcho-capitalisme, on a fait une petite émission sur le sujet d'ailleurs, pour en parler d'une tendance de nos jours qui s'appelle le libertarianisme. Hein. C'est dans les premières émissions qu'on a fait. Le renvoyer pour ceux qui s'intéressent à notre position sur ce sujet-là, ben, on leur renvoie à cette émission-là. C'est sûr qu'il y a des excès du socialisme actuel, chaque pays peut le constater actuellement, mais en attendant, ce n'est pas la solution libérale qui serait satisfaisante, quoi. Il s'agirait de promouvoir un interventionnisme modéré de l'État qui permettrait à la fois à la propriété privée et à la justice sociale de s'opérer, quoi. Et l'entrepreneuriat, hein, ça c'est hyper important. Tout à fait, oui. C'est hyper important. Hein. Bah oui, sans ça, le pays ne crée plus de richesse en fait. Ouais, exactement. Et c'est ce qui allait aussi contribuer à l'émergence du Parti communiste en Belgique, quoi. Ouais, magnifique. Qui n'existait pas avant, quoi. Ouais. Et aussi, en Flandre, le Parti catholique allait commencer à décliner aussi en faveur des nationalistes flamands du VNV, Vlaams National Verband, qui allait progresser et qui allait contribuer à ce que le Parti catholique diminue en Flandre, quoi. Parce que là, le nationalisme flamand allait véritablement apparaître comme une alternative politique. C'est ça. Le nationalisme remplace le catholicisme, mais bon, sauf qu'en Belgique, ce sera surtout en Flandre que le nationalisme va fonctionner. On peut aussi noter tous ces problèmes là dans le monde chrétien allaient aussi entraîner toute une espèce de crise économique, même au sein des milieux catholiques. On peut noter la faillite des banques de l'Allgemeine Bankvereniging, qui était une banque catholique. Comment ça s'appelle ? Le Boerenbond aussi, et un espèce de syndicat chrétien qui allait aussi connaître des problèmes de gestion, qui allait alimenter tous ces problèmes-là économiques, politiques aussi, puisque la question de l'unionisme n'a jamais été pleinement résolue d'un point de vue catholique, puisque la Belgique, même si elle était composée en majorité de catholiques, elle était avec un gouvernement libéral et une constitution qui n'était pas acceptable, quoi. Et donc, de fait, ça allait alimenter la rancœur contre le Parti catholique. Il faut savoir aussi que quand on parle de Parti catholique, comme le Zentrum en Allemagne, ça ne définissait pas nécessairement une ligne politique claire. C'était un rassemblement de tous les courants possibles, en fait. Ouais, exactement. On pouvait avoir des modérés comme des plus radicaux. Tout à fait, oui. Et c'est ce qui allait entraîner donc la rupture du mouvement Rex, que beaucoup de Français notamment connaissent, avec Léon Degrelle. Qui était Léon Degrelle ? Léon Degrelle, à la base, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille française, bourgeoise, une famille notable catholique, qui était réputée. Son père, notamment, était un notable influent. Il allait faire ses études à l'université de Louvain, qu'il ne terminera pas, à l'université de droit, qui était à l'époque composée, là aussi, les Français notamment, et les autres doivent le savoir, qui était composée à moitié flamande et à moitié wallonne. Les Flamands et les Wallons pouvaient parler à l'université de Louvain.
Et justement, ce qui allait se passer, c'est que par la suite, en raison du nationalisme flamand, ben, ils ont exigé que Louvain ne soit plus qu'une université flamande, en fait. Que les Wallons, les francophones, quittent Louvain. Et c'est ce qui allait contribuer à la fondation même d'une ville qui s'appelle Louvain-la-Neuve, qui donc était justement une alternative nouvelle à Louvain, quoi. Ouais, c'est ça. C'était une grosse crise en Belgique, hein, ça. Tout à fait, oui. Très importante. Hein. Qui allait aussi contribuer à cliver les Wallons et les Flamands, quoi. Donc il a fait ses études là-bas et il allait rapidement être réputé pour ses qualités de journalisme, pour ses qualités oratoires aussi. Il allait faire des reportages, notamment lorsqu'il y a eu la crise des Cristeros dans les années 20. Ouais, il était sur place. Ouais. Tout à fait, oui. Et il était aussi fortement influencé par les idées maurassiennes, et c'était pas que lui, énormément de gens de la droite, et notamment la droite belge d'après-guerre, qui cherchera justement à réunifier le pays face aux tendances sécessionnistes qui étaient promues par les Allemands. Beaucoup de catholiques belges allaient se réfugier dans le maurassisme, qu'ils voyaient comme une alternative efficace pour éviter la partition du pays et pour pouvoir promouvoir un État catholique malgré tout ça, quoi. On a fait aussi une émission donc, sur le maurassisme. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2-3 mois, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Et donc voilà, ça allait contribuer donc, à formater toute la droite et l'extrême droite belge durant cette époque-là. On ne peut pas parler de la droite catholique belge, notamment francophone, sans évoquer le cas de Maurras. Donc on peut évoquer le journal Le XXe siècle, qui était dirigé par un curé qui était à la fois fasciste et maurassien. L'abbé Wallier, donc il se désignait comme fasciste. Oui, il y avait un buste de Mussolini dans son bureau. Ouais. Ah ouais. L'abbé Wallier. À ce point-là. Et qui dirigeait le quotidien Le XXe siècle. Ouais, voilà. Et c'est là qu'allait aussi, il allait faire un supplément artistique qui s'appelait Le Petit XXe. C'est là qu'allait accueillir les premiers décès des aventures de Tintin par Hergé, donc, dans ce journal-là. Et donc cet abbé Wallier, il souhaitait en fait une fédération entre la Belgique et la Rhénanie, pour créer une espèce de grande Belgique, un peu comme dans l'idée qu'on se représente nous, mais assez bizarrement, puisqu'il était à la fois lié à des nationalistes français très durs, le maréchal Foch, Maurras, il y a une longue correspondance avec les principaux chefs de l'Action française, et en même temps, il souhaitait que la Rhénanie et la Belgique fassent partie d'un même ensemble, quoi. Ce qui est assez étonnant. Mais ça rejoint aussi les Maurassiens qui voulaient diviser les Allemands. Et c'est lui qui allait engager l'abbé Wallier, qui allait engager le jeune Léon de Grelle. Et l'abbé Wallier, il était pro-allemand ou durant la Première Guerre, non, puisqu'il était proche du cardinal Mercier. C'est lui qui d'ailleurs le nommera à la tête du journal. Mais pendant la Seconde Guerre, oui, puisqu'il fera partie de ceux qui prôneront, lorsque justement en 1940, là au-delà tu me devances un petit peu, mais en 1940, beaucoup pensaient que la Belgique était terminée, puisque là l'écrasement était total, il n'y a pas eu de résistance armée dans un petit coin comme il y a eu le front de l'Isère durant la Première Guerre mondiale. Donc du coup, et comme les Français aussi ont perdu, beaucoup pensaient que l'Europe allait être allemande. Et donc du coup, la question belge ressurgissait, qu'allons-nous faire dans ces territoires-là? Et la solution de l'abbé Wallier, lui, c'était de prôner une fédération, enfin, un Zollverein, une union économique et voire politique avec les Allemands, quoi. Ah ouais, okay. Et c'est d'ailleurs lui qui sera aussi à l'origine de la thèse de la germanité des Wallons, qu'allait reprendre de Grelle. Ouais. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Oui, c'est pas tout à fait. Enfin, ce qui n'est même pas faux du tout. Je vais dire que c'est un petit peu à nuancer, parce qu'il y a quand même eu des influences celtes aussi. Hein. Faut pas oui, voilà, j'ai oublié, ouais, on en a parlé. Mais voilà. Mais sur ce point-là, moi, je préfère clairement ce côté que je ne peux que affirmer, évidemment, hein, qu'il faut rappeler aux Wallons, hein, parce que voilà, enfin, on en parlera à la fin de certainement ce cycle d'émissions, mais c'est pour l'avenir, il faut en avoir conscience, hein, je pense. Donc voilà. Et donc De Grelle a été formé donc, à l'école maurassienne, et c'est d'ailleurs en partie à cause de son action à l'université de Louvain que Maurras sera condamné, puisque, comme on l'avait évoqué dans l'émission sur Maurras, l'épiscopat a pris peur lorsqu'on s'est rendu compte que Maurras influençait plus, ou au même niveau, les catholiques que l'enseignement de l'Église, quoi. On craignait justement qu'il remplace, qu'il devienne véritablement une nuisance pour l'enseignement de la doctrine de l'Église, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là que Maurras a été mis à l'index. Tout à fait, qui a été condamné, son journal a été condamné et mis à l'index. Donc. Voilà, le petit rappel, c'est important. Et donc, De Grelle allait devenir, avec son journal qui s'appelait au début Christus Rex, mais que l'épiscopat lui interdira d'utiliser cette appellation-là, il dut donc changer pour l'appeler Rex. Pour éviter toute confusion avec l'Action catholique. Oui, voilà, tout à fait. Oui, c'est juste pour que
qu'on ne pense pas que l'épiscopat choisisse un clan politique, surtout que, ben voilà, ce journal, au début, si c'était un journal qui se voulait juste traiter de l'actualité religieuse, parlera de plus en plus de politique, et donc du coup, ben, l'épiscopat devait forcément se désengager, ce qui était logique. Et justement, lorsque Rex cherchera à s'engager en politique, il le fera à l'encontre du Parti catholique. Parti catholique qui est critiquable, bien entendu, puisque ben, forcément, il y a eu toute cette politique issue de l'unionisme qui se maintenait. Et comme c'était un parti de rassemblement, ben, il y avait de tout dedans. Il y avait des gens qui étaient radicaux, comme il y avait des gens qui étaient pourris, modérés, voire qui n'étaient pas catholiques. C'est pas parce qu'il y a marqué Parti catholique, forcément. Exactement. Et alors, juste pour rappel, en fait, le Parti catholique en question, il existe toujours en Belgique, mais il porte en autre nom, donc il est devenu, par la suite, il est devenu Parti social chrétien. Je crois que c'était après la guerre, mais je sais pas si c'est directement après ou pas, enfin, peut-être que tu nous diras à un moment donné. En tout cas, c'était Parti social chrétien PC, et là, depuis je crois, environ 10-15 ans, il est devenu le CDH, Centre démocrate humaniste. Voilà, je parlais avec une voix de Baltringue exprès, évidemment. Donc voilà, c'est l'un des plus vieux partis de Belgique, avec le parti libéral MR qu'on a parlé la semaine dernière. Donc voilà. Et tout à fait, oui. Et on peut constater que ben, plus le temps passait, plus c'était un parti qui se déchristianisait en réalité, qui abandonnait tous les fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église notamment, et bien sûr. qui devenait un parti humaniste, qui n'était pas un parti maçonnique et qui avait quand même cette divergence avec les francs-maçons qui eux se retrouveront plutôt au MR ou PS. Ou PS, ou comment le truc d'Olivier Minguet, comment ça s'appelle encore de Défi, voilà, Défi. Oui, voilà, actuellement Défi. Mais ça, c'était très proche du MR à la base. Hein. Oui, tout à fait. On l'appelait au début le FDF, le Front démocratique des francophones. Mais sinon, voilà. En fait, la lutte, même. Alors, juste petite parenthèse, un truc qui est très intéressant. D'ailleurs, on va peut-être en parler prochainement sur RR, tiens. C'est que même le CDH en tant que CDH, donc PSC, CDH, malgré la déchristianisation, parce que c'est pas juste eux qui sont déchristianisés, c'est la société. C'est la société en général. C'est la société en général. Eux, c'est des démocrates, donc ils veulent les voix des citoyens. Donc ils se mettent au niveau des gens. Et c'est le problème de Degrelle. C'est ça. Il cherchera à mettre Rex au niveau des gens, et comme les gens, ben, ils étaient déjà en partie déchristianisés, malheureusement, ça commençait quand même déjà à jouer, notamment avec le suffrage universel, mais pas que, déjà avant, la Révolution belge, il y avait des choses à voir. Et donc, du coup, ça a contribué à une déchristianisation du mouvement Rex. Exactement. Alors, juste pour terminer ma petite parenthèse, justement, oui, c'est que par rapport au CDH, entre nous, dans l'ombre, ils continuent, et c'est ça le pire, ils continuent à s'affronter avec les francs-maçons. En sous-main et tout ça, je veux dire, dans l'arrière-boutique, dans les coulisses, c'est toujours les petites guéguerres, elles continuent, perpétuellement. Sauf que le CDH, c'est complètement... C'est déchristianisé, il est juste un peu plus modéré que les libéraux. Pour vous donner une idée, le CDH, c'est un mouvement qui se revendique de la démocratie chrétienne, entre guillemets, même si maintenant, encore même plus. Avec beaucoup de guillemets, ouais. Oui, voilà. Et maintenant, même, ils sont tellement déchristianisés qu'ils sont en faveur de l'avortement. Il y a eu des jeunes secrétaires qui sont en faveur de l'avortement. Attends, oui, mais de l'avortement modéré. De l'avortement modéré. Voilà. C'est typiquement la logique conservatrice, c'est-à-dire, ça va être pas juste avant la gauche, pour pouvoir dire qu'on est de droite ou qu'on est modéré. Mais voilà. Ce qui fait qu'ils sont toujours en guerre avec les francs-maçons, parce que les francs-maçons veulent aller beaucoup plus loin. Mais eux, ils veulent aller plus loin, forcément. Toujours, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, bref. Donc, je reviens au mouvement Rex. Donc, comme je disais, la parenthèse. Beau Léon. Voilà, au Léon, le Léon, il cherchera à chercher à plaire, il voudra plaire au plus grand nombre. Et donc, du coup, quand on cherche à plaire au plus grand nombre, la radicalité, elle disparaît. Parce qu'on peut dire est-ce qu'il était fasciste ou pas à cette époque-là, c'est une question qui peut être débattue. Mais ce que l'on peut constater en esprit, c'est que les mouvements fascistes, un peu partout en Europe, lorsqu'ils étaient populaires, c'était quasiment des mouvements populistes, en fait. Un peu plus violents, quand même, qui assumaient un peu plus le côté violent. Mais comme ils cherchent à rassembler un maximum de gens sur une base nationaliste, puisque c'est ça en fait, voilà. Et du coup, tout ce qui pouvait contribuer à cliver la population nationale, le peuple, c'était mis de côté, et donc notamment la religion. Ouais. Pour ça que je parle de ça, c'est que aujourd'hui, comme les fascistes sont beaucoup moins populaires, c'est des groupuscules. Et bien, du coup, on peut retrouver davantage des gens qui peuvent se considérer comme chrétiens et d'autres personnes qui peuvent se considérer comme païennes, extravagantes, etc., qui eux non plus n'étaient pas super bien vus quand ce genre de régime était populaire, puisque justement, c'est aussi contribué à cliver. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin que toi. On en a déjà parlé, toi et moi. Hein. Mais d'un autre côté, tu as la théorie politique fasciste, qui, pour moi, même si je n'appartiens pas à cette catégorie, on va dire,
elle est de plus en plus oubliée. Mais on parle beaucoup de fascisme et tout ça. Les gauchistes traitent tout le monde de fasciste, tout le monde est fasciste, mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu la mode qui est revenue. Mais la théorie politique, elle s'est un peu évaporée. Et ce qui s'est totalement évaporé, encore plus, parce que bon, la théorie politique, c'est pas nécessairement ça qui fait complètement un fasciste, mais ce qui s'est complètement évaporé, c'est l'état d'esprit. Parce que tu disais qu'il y avait les actions violentes et tout ça. Le fascisme cultive un peu cette notion de cet esprit guerrier, aventurier, assumer la force, le sacrifice, le sens de sacrifice et tout ça. Et cet état d'esprit, bah, tu ne le retrouves quasiment plus. Et les gars qui sont réellement fascistes, tu le vois en 10 secondes, et tout le reste, et 90% du reste, c'est beaucoup de blabla intellectuel, mais je veux dire, ce petit côté, et qui est pas mauvais en fait, hein. A disparu. Et voilà, le petit côté, ce que je veux dire, le petit côté guerrier aventurier, je parle en termes d'esprit, ouais, c'est aussi spirituel, et sens du sacrifice. Tout ce côté-là qui est positif, s'il est bien orienté, et que tu peux retrouver évidemment dans d'autres mouvances, mais qui... Ouais, mais même chez les communistes, on peut retrouver... Chez les communistes, mais sauf, la différence c'est que dans le fascisme, cet état d'esprit est cultivé en fait. C'est ça la différence. Oui, voilà. Et il est mis en avant. Et c'est ça la grosse différence. Mais cet état d'esprit, et je suppose que beaucoup de gens qui écoutent vont me rejoindre là-dessus, c'est que je dirais 90%, 90%, dans le monde actuel, de gens qui vont se dire extrême droite, fasciste, zikai, nazi, blablabla, 90% c'est juste du blabla. Tu vois tout de suite la différence entre un vrai fasciste et un faux. Moi, je suis désolé. C'est juste qu'ils ont la haine contre les immigrés, et donc voilà, ils sont fascistes. Et zikai, les blabla, voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas l'esprit. Il y a souvent, c'est même des libertariens, par exemple, on va peut-être pas citer des noms, mais beaucoup ont une mentalité en fait très libertarienne, très mondaine, même voire socialiste, très modérée. Sauf que il y a une haine contre les immigrés ou contre les juifs ou contre d'autres catégories qui fait que on va se considérer comme hitlérien ou fasciste, mais non. Et en attendant, oui, l'esprit n'est pas là. Non, t'as l'esprit et t'as la théorie politique qui est complètement biaisée et complètement évaporée, alors que même en Belgique, elle était, y a eu un certain apport, mais on en parlera certainement par la suite, après la guerre. Mais voilà, t'as un truc qui a complètement disparu. Moi, après, je tenais un petit peu à en parler, en tout cas, De Grelle, lui, au niveau de la théorie, bon, le mot racisme, c'est pas ça qui mène directement au fascisme, on va dire. C'est pas spécialement du fascisme. Mais en tout cas, avec l'évolution, il n'en était pas loin. Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. De Grelle, c'était un vrai fasciste. Par exemple, oui, si on prend le cas français, puisque comme il y a beaucoup d'auditeurs français, avec des gens comme Doriot ou comme Brasiac, pour moi, et je pense pour toi aussi, sont davantage des littérateurs, ne sont pas des vrais fascistes. Le vrai fasciste dans la collaboration, c'était Darnan. Oui, bien sûr, tu le vois tout de suite, même quand tu lis des livres d'un auteur qui va se déclarer fasciste, tu vois directement s'il l'est vraiment ou pas, juste à l'état d'esprit. Parce que le gars, il est pas c'est pas juste des blabla intellectuels. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Bon moi, c'est un sujet qui me passionne, hein, non, parce que moi, je viens un peu de l'école nationale révolutionnaire, on va dire, moi, qui pour moi est l'ancêtre, la descendance directe de tout ça, avant d'être catholique. Donc moi, je suis devenu catholique, et ça, c'est par la suite. Donc voilà, moi j'ai pris mes distances avec tout ça, mais par contre l'état d'esprit, je le valide à 100%, tant qu'il est bien orienté. Et comme je dis, il n'y a pas besoin d'être fasciste pour ça, mais c'est ce que j'appelle un peu le sang chaud, le sang bouillant. Et ça, De Grelle, il l'avait complètement. Voilà. Mais ça, il l'avait complètement. Mais après, ce qui compte avant tout, évidemment, c'est le catholicisme. Voilà, si t'as une âme ardente, mais que tu t'en sers pour le démon, oui, là tu es ardent, mais tu vas finir en enfer, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est servir Dieu, c'est pas servir soi-même, et c'est pas servir le démon. Donc, c'est ça qu'il faut regarder en premier lieu, quoi. Bon, mais les Saint-Louis, les Templiers, tout ça, ils avaient ce truc, tu vois, aussi. Le défaut des mouvements fascistes, c'est que c'est d'origine mondaine, quoi. C'est ça le gros problème qu'ils ont eu, c'est que bien souvent ça venait de milieux, Mussolini, ça venait de milieux socialistes, Hitler, ça venait des milieux un peu volkisch, etc., un peu païens. Même s'il y aura aussi des tendances chrétiennes, je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, voilà, que c'est resté des solutions qui se sont arrêtées, qui étaient des solutions de compromis au point de vue religieux, qui ne sont pas acceptables dans l'État, quoi, pour un catholique, quoi. Bon, après, faudrait une émission complète, évidemment, pour traiter de oui, le fascisme... On est un peu sur De Grelle. C'est vrai que si on parle de... Voilà, c'est ça, si on parle de Grelle, il faut d'office en parler. Mais bon, bref, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Parce que de toute façon, la semaine prochaine, on va certainement parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. Et là, je pense que j'aurai 2-3 petites choses à dire aussi à ce niveau-là, donc...
Donc voilà. Donc revenons peut-être à De Grelle, alors je sais pas si tu as encore des petites choses à dire avec le... Mais qu'il allait y avoir la rupture avec le cardinal Van Roy qui allait condamner le mouvement Rex. Voilà, En fait, puisque justement, c'est le dans le cadre électoral, ben, il y avait évidemment des attaques partisanes et on pourrait dire excessives, puisque forcément le but c'était d'attirer les votants, quoi. Et donc ben, dans ce jeu-là, malheureusement, il y a un peu cette mentalité machiavélique de tous les coups sont permis. Et donc du coup, le mouvement Rex a cherché notamment pour justement se démarquer des autres, à attaquer un peu tout le monde et parfois même au-delà de ce qui était tolérable. Et même si je ne connais pas tous les détails à 100%, hein, peut-être qu'il y a certains cas où De Grelle et ses amis avaient raison de taper, puisque il ne peut pas non plus avoir une vision angélique. Le Parti catholique n'était pas composé que de ça, même à l'époque, quoi. Donc du coup, c'est assez délicat à trancher, même si je pense que oui, ce que craignait l'épiscopat, c'était que ça nous entraîne dans un aventurisme politique. Il peut aussi avoir cet esprit qui est assez contestable en soi, puisqu'il s'agissait à la fois de conserver les acquis actuels tout en ménageant nos ennemis, quoi. C'est un peu ça le problème qu'il y avait à l'époque au sein de l'Église, quoi, qui avait donné. Il y a des choses aussi à se reprocher, c'est triste à dire, c'est triste à dire, il y a des choses, voilà, tout le monde a des choses un peu à se reprocher. Je pense que De Grelle aurait pu encore faire mieux, évidemment, mais du côté de l'épiscopat, voilà, et ça, l'histoire va finir par le prouver, tout n'était pas très bien non plus. Hein. Oui, oui. Parce que là, c'était De Grelle ou le Premier ministre Paul Van Zeeland, et Paul Van Zeeland, ben voilà, quoi, c'était pas non plus un exemple de haute moralité. C'était un homme d'affaires, en fait, tout simplement, qui s'est reconverti dans la politique. Ouais. Donc, ben voilà, quoi. C'était des intérêts de parti qui, malheureusement, l'Église s'est retrouvée mêlée dans ces histoires-là, et on peut que le regretter par la suite, quoi. On peut regretter, maintenant, bon, maintenant, le pire, c'est qu'elle est plus mêlée à rien du tout. Voilà. De toute façon, elle est Vatican II. Mais justement, Vatican II, ça va être une réaction face à ça. C'est eux, ils vont dire oui, ok, il y a eu des abus, etc. Ben, donc on arrête tout. Il n'y a plus de doctrine sociale. Enfin, ils vont relativiser la doctrine sociale de l'Église et voilà, qu'ils vont décatholiser la politique. Et ça, c'est pas non plus acceptable puisque l'homme, c'est un animal social et s'il est catholique dans la vie privée, il doit aller dans la cité. Donc voilà quoi. Ouais. Voilà. Ça a été une fausse solution, mais un vrai problème, quoi, Vatican II. Donc on explique, pour être clair avec les auditeurs qui ne connaissent pas très bien le personnage de Léon de Grelle, hein, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'horizons différents. Léon de Grelle, en tout cas, il a eu, dans le parti Rex, il y a eu des députés. Alors je sais pas si tu as des chiffres à nous donner. Il était à 2 doigts de gagner les élections aussi. Il avait obtenu un succès important à Bruxelles, 18,7% à Bruxelles. C'était là où il a vu les meilleurs scores d'ailleurs. Un peu moins en Wallonie, mais quand même 15,16%. Et en Flandre, il a quand même eu 7%. Donc, pour un mouvement qui était essentiellement francophone, c'était déjà pas mal. Hein. Ouais. Presque un Flamand sur 10 a voté Rex. Hein. Et voilà, donc, après, c'est vrai, on va pas mentir, je pense, toi aussi, hein, on s'en sentirait certainement plus proche dans Rex que dans un parti catholique qui a tendance à se modérer et se libéraliser. Tout à fait, oui. Voilà, oui, évidemment. Mais nous, on aurait fait partie. de radical problème. Comme on était dans une optique un peu maurassienne, un peu nationaliste, un peu populiste, et du coup, c'était pas la cité catholique qui était l'objectif de tous les esprits. Ça pouvait l'être de certains, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus de dire que tous les militants de Rex. Au contraire, il y avait des gens qui étaient sincèrement catholiques, très catholiques, ont cru que De Grelle allait amener le catholicisme en Belgique d'une façon pure, quoi. Pas comme c'était auparavant avec l'unionisme et cette espèce de système de compromis. Ouais. Justement, pour beaucoup, c'était une façon de sortir de cette logique des compromis. Mais malheureusement, si on sortait des compromis avec les libéraux, on entrait dans le compromis avec les nationalistes, quoi, en général, quoi, avec des gens qui n'étaient pas nécessairement animés des meilleures intentions vis-à-vis de la religion, quoi. Ouais, voilà, c'est toute une histoire aussi. Et justement, tout ça allait amener la condamnation notamment, mais aussi le danger de la guerre qui se rapprochait, vu que 1936-1937, ça commençait à poindre pour beaucoup d'observateurs. Ça allait amener le déclin de Rex, qui allait devenir un groupuscule qui, De Grelle aurait très bien pu partir dans l'oubli et que quasiment plus personne ne se serait souvenu de lui. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Seconde Guerre mondiale, son engagement dans les armées allemandes, qui allait contribuer à créer le mythe Rex chez beaucoup. À la fois des gens qui le détestent, qui allaient le représenter comme le symbole de la trahison, et dans les gens qui allaient le vénérer et qui allaient le représenter comme quasiment un saint nazi, quoi. Alors que la vérité, elle est ni dans l'un ni dans l'autre, elle est entre les deux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est une personnalité assez clivante aussi, Léon. Puis c'est la guerre, et puis dans une guerre, tu choisis ton camp, et c'est vrai que on est soit pour l'un, soit contre, soit pour, non,
Il y a énormément de choses positives chez Léon Degrelle. Voilà, après, il y a des choses qui ont été un peu moins bien. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance à la limite à vouloir le canoniser. Voilà, mais c'est à un moment donné, il y a 10 ans plus tôt, c'est ce que je disais, il faut le canoniser. Bon, bah non, je veux dire, c'était pas complètement ça non plus. Hein. Si. Tout à fait, oui, là, je suis entièrement d'accord. Hein. Quand on voit ses écrits, on constate que il y a eu une baisse au fur et à mesure du temps qui passait c'est vrai. Ouais. Au niveau de la morale et de l'intégrité catholique, quoi. Ouais. Faut être honnête. Il y a les choses du point de vue catholique. Il y a effectivement une petite descente. Voilà. Par exemple, dommage. un cas assez symbolique, c'est que Degrelle, durant sa période, on va dire, militant dans les associations catholiques officielles, il avait écrit un opuscule qui était dirigé contre la crémation. Et donc voilà, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de se faire réduire en cendres, quoi, contre la pratique de l'Église qu'il défendait à l'époque. Simplement aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu Vatican II qui est arrivé entre-temps, qui a autorisé la crémation. En attendant, on peut quand même constater l'évolution symbolique de la personne, quoi. Et entre nous, Léon Degrelle, par rapport à Vatican II, il en parlait? Durant son exil espagnol, il a soutenu le Franco, et donc du coup, voilà, quoi, c'est un peu, on retrouve le problème du franquisme dans Degrelle, quoi, c'est-à-dire à la fois un côté traditionnel, mais en même temps, voilà, quoi, des lacunes au niveau religieux qui ont fait qu'ils ont accepté Vatican II, quoi. Même si j'ai bien compris, il y avait aussi des prêtres traditionnalistes qui étaient proches de lui. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Ma vie, plutôt peut-être fraternité, des lefébristes ou des choses comme ça, je pense, j'imagine. Et ça, il faudra le couper, ça, mais je pense que c'est l'abbé. Ouais, mais ça, faut le couper, ça, faut pas balancer, mais je pense que c'est lui. Ça. Mais justement, je pense à lui d'ailleurs, mais je sais plus. Je sais pas si c'est quoi. Je pense que je l'avais vu en photo où on voyait un prêtre à côté de Degrelle et j'ai cru reconnaître l'abbé. Mais en plus jeune. Hein. Mais bref. Très bien. Je sais pas s'il y a encore des petites choses à dire. Sur Degrelle, non. Avant la Seconde Guerre. Comment dire, la Belgique forcément avec l'arrivée de la guerre, notamment avec le pacte que la France fera avec la Tchécoslovaquie et l'URSS, la Belgique craignait forcément que la guerre allait finir par arriver, et ça devenait évident pour beaucoup. Et donc du coup, ils ont cherché à négocier en fait un renouvellement de la neutralité en fait. Mais bon, voilà, ça n'a pas réussi plus que la première fois. Hein. C'était pas très malade de notre part. Hein. En fait, ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que les Allemands patientent, le temps qu'on constitue une force militaire suffisamment imposante pour pouvoir résister plus efficacement. Et ça allait entraîner aussi une résistance du côté des socialistes qui n'allaient pas aimer cette politique-là. Voilà. Parce que c'était une augmentation de l'armée et qu'il y a aussi le côté pacifiste des socialistes qui jouait. Ouais. On peut évoquer une autre figure quand même assez importante, mais dans le sens inverse par rapport à Degrelle, c'était l'abbé Jules Maheu, M-A-H-I-E-U, qui allait devenir le symbole du mouvement wallon en fait, et qui allait après être réfugié en France et devenir bonapartiste. Hein, donc c'est un peu le Degrelle inversé. Donc voilà, cet abbé-là s'était fait connaître en fait parce que dans les processions il arborait le drapeau wallon et pas le drapeau belge, ce qui lui avait valu une sanction de son évêque. L'abbé Jules Maheu. Et il cherchera quand même à se lier avec des fascistes, à lui aussi, avec Pierre Clémenty et le Parti français national communiste. Un peu un groupuscule d'inspiration fasciste, partir de l'annexion de la Wallonie à la France. National communiste. Oui, il s'appelait national communiste. Mais ils entendaient communiste dans le sens, pas communiste au sens soviétique, mais voilà, on va se mettre en commun sa communauté, quoi. Ah ouais. Il sera, un des principaux promoteurs du Front démocratique wallon et présidera la concentration wallonne. Et comme j'avais évoqué là tout à l'heure, Olivier Minguet, donc le FDF, ça allait être un peu une préfiguration de ça, quoi. Parce que là, le mouvement wallon allait commencer à naître aussi en réaction, déjà avant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il allait naître en réaction, en rancune vis-à-vis de la tendance flamande, quoi. On constatait déjà de deux côtés qu'il y avait des tendances sécessionnistes, quoi. Il cherchera à créer un parti wallon indépendant, mais il échouera.
Et durant la drôle de guerre en octobre 1939, il quitte la Belgique neutre et se met au service de la France, où il prend le nom de Jacques-André Mailleux de Warel. Il proposera au gouvernement de Vichy par la suite, lorsque la France tombera, un plan qui proposait l'annexion de la Wallonie. Oh, le traître! Oui, un traître total. Hein. Désolé, ça en prête, je sais bien de dire traître comme ça, mais ça, au niveau politique, ça je peux pas accepter. Il n'en reviendra jamais en Belgique. Mais bon, par contre, mais en plus, le pire, mouvement wallon. Et après il a d'abord cherché à avoir le gouvernement de Maréchal Pétain, et puis après, il cherchera aussi à être en contact avec la résistance. Mais voilà, quoi, ses idées rattachées, il ne parviendra pas à les mettre en application. Ouais. Et voilà, quoi. Il s'installera à Nice, donc dans le sud-est de la France, où il fondera la revue Le Souvenir napoléonien, et il mourra là-bas. Bon, en fait, il est passé un peu par toutes les cases. Oui, voilà. Oui. Mais ce que je veux dire, le truc, c'est tout ce qui est mouvement wallon, séparatisme wallon et tout ça, c'est de gauche et ça marche pas tant que ça. L'abbé Jules Mailleux, c'était un abbé de gauche, très clairement. Ah ouais. Ah ouais, bon, voilà. Pour rappel aux éditeurs, la gauche, c'est pas juste des hippies ou des antifas ou je sais pas quoi. La gauche, elle est hétérogène. Hein. Et historiquement et géographiquement. Toutes les gauches sont évidemment pas les mêmes. Mais bref, mais c'est vrai que tout ce qui est mouvement wallon, c'est de gauche, hein, c'est ça. Hein. Très clairement, oui. Et ça marche pas. Mais par contre, ça marche pas. Il y aura une tendance démocrate chrétienne, donc inspirée donc, par l'abbé Mailleux, mais pas que par lui, par aussi Dom Leclerc, qui sera aussi un penseur catholique affluent en Belgique, qui cherchera aussi à créer un peu une espèce de mouvement wallon, mais voilà quoi, c'était clairement de gauche. Et lorsque c'était des catholiques qui venaient là, c'était pour décatholiciser la politique, donc c'était clairement pas acceptable. Alors, si on avait justement tu vois, les nationalistes flamands, ils sont majoritairement, on va dire, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, et pas trop notre point de vue, par rapport à l'échiquier politique, on va dire, actuel, on les considère comme de droite. Mais nous, si en Wallonie, on avait un nationalisme wallon, ce serait plutôt... de gauche. Il serait de gauche, comme un peu comme la Catalogne, les Basques et tout ça. Le conflit entre Wallons et Flamands tenait aussi à ça, c'est que les Wallons nationalistes considéraient les Flamands comme des gens soumis à leurs prêtres, donc il y avait une espèce d'anticléricalisme qui date de la révolution brabançonne, la révolution liégeoise notamment, chez nous, qui a été une révolution typiquement anticléricale, hein, chez nous, à Liège. Et finalement, heureusement que ça s'est pas trop développé, hein, parce que... Oui, voilà, mais là, il y aura donc le mouvement wallon qui sera un peu l'héritier de tout ça, quoi. Mais ce sera ou bien des républicains, ou bien carrément des gauchistes. Jules Renard, ce qu'on appelait le renardisme. Non, pas que je dis Jules Renard. André Renard, pardon, excuse-moi. Qui c'était un syndicaliste. Hein. Et c'était même une espèce de communiste. Et c'était un des principaux militants wallons. C'est lui qui dira, là tu me fais un peu avancer un peu, au moment de la question royale, vive la République, qui cherchera à lutter contre le roi. Ah. Ouais, il a hurlé dans le Parlement. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'était pour une petite parenthèse avec le mouvement wallon. Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire par rapport au... Je fais tout comme toi maintenant, hein. Purée, tu m'as contaminé. Hein. Et en plus, c'est toi qui m'as contaminé, parce qu'à la base, c'est toi qui disais. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Et maintenant, les auditeurs, ils vont commencer à faire ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc on a fait la parenthèse par rapport au mouvement wallon. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites choses à dire par rapport à l'arrivée imminente de la Seconde Guerre mondiale? Non, pas spécialement. Là, on a à peu près tout évoqué. La préparation de l'armée belge, le développement de Rec, le développement du mouvement wallon, le développement du mouvement flamand aussi. Voilà quoi. La décomposition des milieux catholiques qui commençait déjà à arriver, hein, qui allait préparer la voie à la disparition complète après la guerre. D'accord, bon bah alors la prochaine étape ça va être la Seconde Guerre, hein, ça va... On verra si on arrivera à faire l'émission définitive enfin, hein. Ça je suis pas sûr, parce qu'après je sais bien qu'il y a encore la question royale, il y a peut-être la Deuxième Guerre scolaire, je sais pas. La Deuxième Guerre scolaire elle est moins intéressante que la première, donc passer ça. On peut juste rapidement l'évoquer, hein, ça c'est vite fait. Très bien. Et plein d'autres petites choses évidemment, puisque ouais, il y a quand même un peu plus de 70 ans d'écart jusqu'à nos jours. Il s'est passé pas mal de choses, évidemment. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire encore. Hein, et puis, peut-être évoquer aussi des aspects strictement religieux aussi. Oui, parce que là, on s'est concentré surtout sur l'histoire politique et l'histoire sociale. Mais il ne faut pas oublier que même durant les pires périodes, il y a pu y avoir des saints en Belgique qui ont œuvré pour le bien commun, pour la religion et
Donc voilà, faut pas non plus, parce que là on parle de la grande histoire, mais il y a aussi la petite histoire, et parmi la petite histoire il y a l'histoire d'essai évidemment, donc et ça c'est difficile de traiter dans un aspect général qui veut l'histoire de la Belgique, quoi. C'est pour ça qu'on fera une émission probablement spéciale sur différents essais en Belgique, quoi. On va évoquer plusieurs figures. Enfin oui, peut-être pas tous évidemment, mais quelques figures oui, importantes. Ça serait trop long de les faire toutes, mais quelques figures symboliques quand même, oui. Symboliques, ouais. Magnifique. Bon allez Théodore, un grand merci à toi, c'était très bon, voilà, une très bonne petite émission. Une très bonne soirée, très bonne nuit. Une prière. À toi aussi, et salut, une prière.